Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à Abidjan, de nouveau sous les pluies. Police Secours nous envoie donc une alerte renforcée, déjà sur 9 kilos, à 9 kilos, à l'entrée de Bingerville. Djorobité, 2 voies, Sainte-Clémentine, c'est fermé. Rosier, programme 5, Yopougon terminus 27, Yopougon 3 rouge au Fumu Yapo, Angré les Oscars, Angré Pétro Ivoire en bas, après l'école de IHE. Faites attention pendant que vous rentrez chez vous. Faites attention à tous ceux-là, en tout cas, qui sont encore sur les routes ou qui vont quitter bientôt leur bureau. Attention, Abidjan est sous les pluies. On démarre maintenant. Bonsoir encore une fois. C'est pareil, chaque soir, nos amis sont là pour décrypter avec vous l'actualité nationale, politique, sociale. Ce soir, avec beaucoup de plaisir, Pascal est avec nous. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et attention à tous ceux qui sont à l'extérieur avec ces pluies. Herman, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bonsoir chez vous. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Je suis là. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout bonsoir chez vous. On démarre cette émission avec une alerte de police secours en certains points d'Abidjan. Vous allez voir les images, cela fait peur, mais en même temps, nous sommes habitués à voir ces images-là à chaque fois que nous avons des pluies torrentielles, Pascal. Les Ivoiriens, surtout les Abidjanais, parce que je commence à croire que Abidjan reste parmi les zones les plus touchées quand il y a des pluies. Alors ça veut dire que les zones urbaines sont celles qui requièrent le plus d'attention. Abidjan ne devrait pas s'habituer à ce genre de situation parce que tout est fait pour que ce ne soit pas le cas. Mais aujourd'hui, avant qu'on entre dans peut-être les responsabilités, où est-ce qu'il faut ou il ne faut pas, c'est vraiment de faire comme vous, de lancer un appel. Je sais que je dois passer des messages. Il ne s'agit pas simplement d'être à l'extérieur. Il y a des gens déjà chez eux qui sont touchés. Il y a la récurrente question de l'incivilité liée à la gestion des ordures urbaines, à la gestion des installations anarchiques qui est en train d'être réglée. Et tout ceci, si c'est respecté, va contribuer à réduire les risques quand il y a pluie. Mais aujourd'hui, ce qu'il est urgent de savoir, c'est les numéros d'appel de police secours, les numéros des pompiers. Voilà, vous voyez les images. Regardez là, on a quelqu'un qui est bloqué dans sa voiture, dans son volant, et qui est en train d'être aidé. L'image est passée, la caméra a bougé. On a une idée de la hauteur de la crue quand on voit jusqu'où. Déjà, je pense que c'est un SUV. Et là, il est en train de sortir, là, regardez, en train de l'extirper carrément de sa voiture. Oui, et puis dire bravo à tous ceux qui, comme ça, n'ont pas peur d'affronter la pluie, la coulée d'eau, et puis qui s'en vont sauver leurs compatriotes. Herman? Ben ouais, ce sont des images tristes, mais en même temps, le bel Abidjan, la belle agglomération d'Abidjan, a un schéma directeur, moi je pense qu'il n'est pas forcément suivi depuis des années. Quand vous regardez, on voit quand même les bus, vous voyez les caniveaux qui sont là, ce sont les grands collecteurs dans le programme d'assainissement qui est prévu actuellement. C'est vrai que le programme d'assainissement qui est prévu par le gouvernement, il tient compte des grands axes, des grandes routes, des rues principales. Mais regardez même chez nous, dans nos rues et autres, devant nos maisons, il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas d'avaloir, ni de caniveau, l'eau qui tombe. Est-ce qu'on doit généraliser ces propos? Mais non, je ne suis pas en train de généraliser. Partout à Abidjan, on sait que sur les grands axes, il y a des efforts de faire des caniveaux. Mais devant nos maisons et autres, à telle enseigne qu'on s'est habitué maintenant à construire sans caniveau. Donc, lorsque l'eau qui est là, qui cherche à passer, qu'il y a un fluide, qui cherche un liquide, donc qui cherche à circuler, mais il prend la forme, cette eau-là prend la forme comment on appelle du volume, du récipient. Donc, vous regardez bien que nos routes qui ne sont pas souvent bitumées dans nos quartiers, il y a des ruissellements, il y a des caniveaux même qui se créent en plein axe de la voie. Je pense qu'il faut que la question de l'environnement, c'est vrai que ce n'est pas l'affaire seulement de l'État, mais c'est une décision politique. Très bien. Si aujourd'hui on insiste, on oblige tous ceux qui construisent leur maison à faire quand même des caniveaux, bien des avaloirs, même parce que caniveaux, ça ne suffit pas, puisqu'on a des habitudes où on jette des ordures dans les caniveaux. On va faire des avaloirs pour sauver un peu l'assainissement
il faudrait qu'on y pense. Marcus, est-ce que l'humain n'a pas sa responsabilité également on a parlé du schéma directeur d'Abidjan, mais est-ce que nous-mêmes, population, nous ne compliquons pas notre vie et cela s'observe justement à la saison des pluies? Mais c'est la suite logique de ce que nous vivons au niveau national. Vous avez une population à plus de 67% analphabète. Et analphabète, il est bien évident que les gens n'ont pas véritablement les règles, ne maîtrisent pas, j'allais dire, ou ne respectent pas les règles qui régissent justement le respect de l'environnement. Et Herman le disait, c'est vraiment inconcevable qu'à chaque saison de pluie, bon, c'est vrai, on me dira, c'est pas seulement à Abidjan, oui, partout dans le monde, même dans les grandes démocraties, en Europe, partout, on voit donc ces genres de problèmes. Mais il faut bien que nos États s'inspirent des difficultés, des réalités en temps de saison de pluie dans d'autres pays pour se doter d'une véritable politique d'assainissement permettant de nous éviter justement tout cela. Et donc, c'est le lieu pour nous à un moment donné, de réfléchir et de se demander si ce que fait le district autonome d'Abidjan aujourd'hui n'est pas porteur pour des résultats probants demain face donc à ces réalités que nous vivons. Regardons un peu Cocody, 9 kilos, l'image donc est à l'antenne. Et je voudrais, Herman, un instant, ramener un peu les informations pour ceux qui n'ont pas démarré avec nous ce programme. Vous avez certains quartiers d'Abidjan dont Police Secours a fait un appel renforcé à l'effet d'attirer votre attention. 9 kilos est vraiment en train de souffrir avec cette pluie du moins. 9 kilos. L'entrée de Bingerville, Djorobité 2 voies Sainte-Clémentine qui est fermée. Rosier programme 5, Yopougon terminus 27, Yopougon Trois-Rouges au Fumou-Yapo, Angré les Oscars, Angré Pétro-Ivoire en bas près de l'école 2H. Il faut faire, voilà, 2IE, HE, il faut faire attention. Daouda, on termine avec vous. Bon, je pense qu'avec tous les quartiers que vous venez de citer, il y a quelques années en arrière, on a assisté à là où il y avait les inondations. C'est ça. Ces quartiers n'étaient pas pour la plupart dedans. Non, du tout. Voilà, ces quartiers-là qui sont en alerte orange. Angré, Oscar. Voilà, qui sont quand vous regardez, le facteur humain y est, beaucoup pour quelque chose. Absolument. Parce que quand tu regardes une zone comme Ofumu Yapo ou bien Angré, Terminus 27, Oscar et autres. C'est comment là-bas? Mais regardez un peu, les gens vendent, ils boivent de l'eau dans les sachets. Ouais. Ils boivent de l'eau dans les bidons d'eau minérale. Ouais. On ne cherche même pas à mettre ça dans une poubelle, on ne cherche pas à garder ça dans sa voiture ou bien même dans son sac, le temps de mettre ça dans une poubelle. Le premier caniveau dont tu parlais, là où même il y a des caniveaux, souvent, certaines personnes se permettent de jeter ça dans les caniveaux. À quoi est-ce qu'on s'attend en fait? On s'attend quand il va pleuvoir. Je peux répondre. Hein, non, on ne va pas en faire un débat. En fait, ce n'est pas un débat. Je dis, quand nous-mêmes, parce que généralement, on a tendance à dire il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Moi, j'ai toujours dit, de façon triviale, la catastrophe naturelle dans laquelle nous vivons, avant que l'État n'arrive, seront les premiers à prendre le taureau par les cornes. Comme au village. Régler le problème d'abord en attendant. Parce que quand il va pleuvoir, quand il y aura de l'eau, quand il y aura la crue, finalement, eux, ils sont bien assis, ils sont au chaud. Mais c'est nous qui avons les pieds dans l'eau. Donc, prenons nos responsabilités d'abord et après, l'État fera le reste. Et on reste sur ce point. Prenons en tant que citoyens nos responsabilités. Et par derrière, l'État donc fera le reste. Mais tous ceux-là qui sont, comme Pascal a dit, il y en a qui sont déjà à la maison, il faut faire attention. Si vous apprêtez à prendre la voie, si vous avez un rendez-vous important ce soir, il faut l'annuler carrément. Ce ne sera pas la fin de votre vie. Il faut attendre patiemment que cette pluie-là passe et vous sortez. Mais au-delà même de la pluie donc, qui passe, même, moi j'aimerais attirer... On a terminé, hein, Daouda. Bon, attirer. J'aimerais attirer l'attention des gens qui font beaucoup de travaux publics dans la rue, ceux qui tirent les fibres optiques, qui creusent des trous en indiscipline. Les trous à l'emporte-pièce un peu partout. S'il vous plaît, bouchez-les en cette période-là. Parce que souvent, il y a des enfants un peu distraits qui peuvent s'y retrouver. Franchement. Dans le trou. Dans le trou. Ça a été tellement dit qu'on ne peut pas répéter encore qu'il faut faire attention. Voilà, un caniveau, c'est un caniveau. Ce n'est pas une poubelle. Ce n'est pas un endroit à construire, enfin bref, aidons-nous aussi, en tant que population, à vivre heureux pendant la saison des pluies. En tout cas, on observera cela de très très près. Messieurs, parlons de politique maintenant. Je voudrais vous parler du RAPSI. Alors, 4 partis politiques et une plateforme d'associations de la société civile ont décidé de créer donc une coalition
pour voir l'union sacrée donc, de l'opposition. Et puis, je voudrais vous emmener sur voilà, les objectifs de ce rassemblement. Alors, ils se sont fixés plusieurs objectifs. Dénoncer et combattre les dérives politiques du pouvoir actuel, promouvoir la démocratie, rassembler l'opposition ivoirienne, créer une alternative politique et pacifique pour les élections de 2025 et assurer des élections sans violence et redonner espoir au peuple ivoirien. Voici donc les objectifs, quelques objectifs du Rassemblement pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Herman Aboua, quel commentaire en faites-vous? Mais moi, je pense que depuis 2022, 4 mars 2022, la date de signature par toutes les parties prenantes, dont 22 organisations politiques et 26 organisations de la société civile, du rapport final de la 5e étape du dialogue politique, ouais. On constate que les questions demeurent, notamment les questions qui ont été recommandées dans ce rapport-là, qui n'ont pas trouvé encore de satisfaction. Donc c'est tout à fait normal que des organisations politiques de l'opposition qui voient que ce dialogue politique-là est en panne, puissent se mettre ensemble pour parler d'une même voix. Surtout que leur objectif, vous l'avez dit en haut, mais l'action que ces organisations veulent mener, cette plateforme veut mener, c'est une campagne nationale pour l'audit de la liste électorale et la réforme de la commission électorale indépendante qui était consignée dans le rapport final. Donc depuis 2 ans, il n'y a pas de cadre de discussion avec le gouvernement. Donc c'est tout à fait normal que, puisque ces questions-là demeurent, que des organisations se mettent en place. Moi, ce que je souhaite même, c'est que les partis politiques, Dieu merci, il y en a certains de l'opposition, les partis politiques de l'opposition qui étaient présents comme invités à cette plateforme-là, au lancement de cette plateforme. Ces partis politiques-là rejoignent pour qu'ensemble... Vous parlez du FPI de Pascal Affinguesson, le MGC, le PPACI même y était. Heureusement, ils sont assis côte à côte, ça ne dérange pas, ça ne les dérange pas, qu'ils rejoignent cette plateforme pour mener ensemble le combat du moment où ces points-là, ce sont les mêmes points pour lesquels chacun mène un Très bien, parce que pour l'instant, ils n'étaient qu'invités à cette cérémonie. Daouda, quel regard en faites-vous ? Est-ce que selon vous, c'était donc utile de créer une plateforme à l'effet de demander au gouvernement, bon, venez discuter avec nous sur certains points d'accroche que nous avons ensemble au niveau de l'opposition, où vous vous dites, il y a déjà une plateforme qui existe. Enfin bref, comment est-ce que vous voyez tout ceci? D'accord. Déjà, d'un point de vue analyse de forme, je pense que c'est toujours une bonne initiative. C'est cela. Tout ce qui va dans le sens de la cohésion, de la paix et autres, c'est toujours bon. Mais dans le fond, en fait, j'estime que moi, j'ai un petit problème. Lequel? Parce que je regarde ici le rapport de la phase finale de la phase 5 du dialogue politique. Dans les 21 partis politiques qui étaient signataires le 16 décembre 2021, ce n'était pas en 2022. Le rapport final a été remis le 4 mars 2022. Est-ce que vous avez le... Oui. Techniquement, je suis surpris de voir... Vous avez su le rapport, n'est-ce pas? Le rapport, très oui. Bien, oui, allez-y. L'URD de Mme Danielle Boli-Claverie est signataire. Signataire. Le RPP est aussi signataire. Bon, je m'étonne que finalement, au sorti de cette phase finale du dialogue politique, qu'eux décident encore, en plus d'avoir un cadre institutionnel où 21 partis politiques sont membres, ils se mettent à côté. On va ouvrir encore un autre dialogue politique avec une autre organisation à part, pendant qu'il y a un cadre institutionnel qui existe. Pour précision, donc, je me pose la question, pour précision, Daouda, à votre suite, il faut rappeler que le rassemblement était présidé justement par Mme Danielle Boli-Claverie dont vous parlez. Justement, non, c'est pour cette raison que je le disais en fait. Parce qu'elle préside une organisation qui demande l'ouverture d'un dialogue politique. Pourtant, le parti politique en question, le RPP, à part la PEXI et le REVA qui n'en fait pas partie. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Ce que je veux dire, c'est que tu es déjà dans une organisation, comment on appelle ça, dans le dialogue politique. C'est cela. Le cadre institutionnel est posé. Mais pourquoi tous les 21 partis signataires de l'accord politique ne se mettraient pas ensemble pour aller voir le président de la République ou bien le Premier ministre, parce que alors c'était Patrick Haché, aujourd'hui c'est M. Begré Mombe. Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble pour demander l'ouverture claire et nette du dialogue politique au lieu de partir en singleton?
je m'interroge. Je me pose des questions. Et justement, je vous pose la question, selon vous, pourquoi? Moi, je pars d'un principe simple. C'est qu'aujourd'hui, les partis de l'opposition sont dans une stratégie. Et cette stratégie est la suivante. C'est que techniquement, on sait que M. Laurent Gbagbo, avec le PPACI, ont introduit un courrier à l'endroit du Premier ministre pour parler de l'inscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Premier point. On sait aussi que M. Charles Blé Goudé a fait la même chose parce que lui, il a encore ses biens qui sont gelés, tout et tout. Il en a parlé un peu partout. Donc, peut-être, je suis dans la supputation, peut-être que comme ils n'ont pas eu encore de suite, on s'est dit, bon, on va passer derrière des partis politiques pour le demander. Donc finalement, on est dans un jeu d'échecs de poker menteur où on dira finalement, mais le PPSI a demandé, le COJEP a demandé. Bon, finalement, les partis politiques de cette coalition demandent aussi, mais finalement, c'est le gouvernement, le parti au pouvoir qui ne veut rien entendre. Je reste avec vous pour terminer, Daouda. Ça veut dire que selon vous, la démarche aurait été d'uniformiser les actions avec les 21 partis politiques. Au lieu de créer quelque chose à part. Très bien. Voilà. Marius Komoué. J'avoue qu'une unité de partis de l'opposition pour naturellement aller à la conquête du pouvoir d'État est une suite logique de l'expression même de la démocratie dans tout État. Là où le bas blesse, c'est que, comme le disait Daouda, on constate que loin de s'unir comme cela aurait pu l'être, afin de se donner plus de chances d'aller contre le régime au pouvoir pour les élections prochaines, nous constatons que des groupes plutôt de partis politiques se créent et s'unissent dans la perspective, mais dans les faits, on ne voit pas leur représentativité sur l'échiquier national. C'est-à-dire, Marius Komoué, quelle est la force de représentation, par exemple, du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, le RPP? Quelle est la force de représentation, je dis bien nationale, de l'Union pour la démocratie et la paix? Il paraît peut-être des députés, des maires et tout. Non, pas forcément ça. Nous sommes leaders de la société civile. Bien sûr. Pendant 18 ans, nous avons travaillé à installer des bases sur l'ensemble du territoire national. Un parti politique, ça ne s'assoit pas entre quatre murs pour juste faire des rassemblements. Là où le parti au pouvoir, et je vous le dis, ce que nous savons, le parti au pouvoir est au contact permanent avec les Ivoiriens et installe régulièrement, entretient ses militants et ses sympathisants. C'est ça. Mais on ne vient pas... D'ailleurs, quelle offre politique ces partis politiques nous offrent à un an d'une élection? Nous qui allons les voter. On ne sait même pas quelle est leur offre. Non, on n'est plus dans cette étape-là, justement. Il faut changer de donne. Les Ivoiriens veulent véritablement qu'on mette un terme aux histoires de « je m'appelle tant » et avec le nom, on est élu. C'est fini, ça. D'accord, Marius, je reste avec vous. Eh bien, moi, je suis là. Restez toujours avec moi. Merci. Vous dites... vous, par exemple, votre organisation a de la représentativité. Ah oui, ça ne souffre d'aucune ambiguïté. On parle de combien d'adhérents, juste pour comprendre en comparaison avec ceux qui... La FETIA que je dirige à ce jour, c'est 102 associations reparties sur l'ensemble du territoire national. On parle de combien de personnes? Nous sommes dans toutes les régions, les départements et autres. Très bien. Donc vous estimez que vous, par exemple, vous seriez crédible pour porter un tel projet? Auquel cas, l'État ne nous associerait pas à la prise de décision. Oui, d'accord, très bien. Donc pour vous, l'URD, le RPP, le REVA, l'UDP, le PECSI n'ont pas de poids politique pour pouvoir demander un dialogue? Mais ce n'est pas moi qui le dis, les faits sont là, la presse peut en témoigner. C'est ça la vérité. Pourquoi les gens n'aiment pas qu'on se dise la vérité? Non, mais allez-y, on vous écoute. Et donc, moi, pour nous, en tant que leader de la société civile, et je dis bien, je le répète, les Ivoiriens attendent. Quand je dis les Ivoiriens, c'est les usagers des services publics qui aujourd'hui croulent sous le poids des difficultés. Quelle est l'offre politique qu'on leur présente qui va les amener à se détourner du pouvoir actuel? S'il n'y a pas d'offre politique, pourquoi voulez-vous qu'il y ait changement? Très bien. Herman Aboua, vous demandiez la parole. Vous allez sur le point de Marius? Non, j'ai quand même noté deux aspects. Allez-y, je vous en prie. Dans l'intervention. D'abord, je suis quand même étonné que des leaders de la société civile. C'est ça. Je vais parler de Marius Komoué, qui a une fertière de 102, comme il le dit. Comme annoncé, oui. Aujourd'hui, qui ne veut même pas entendre la voix des mouvements d'une opposition. Pour que l'état de droit, la démocratie fonctionne dans un État, il faut bien qu'il y ait un contre-pouvoir. Et lorsque le contre-pouvoir qui est orchestré par des mouvements politiques et autres
cherche des voies et moyens pour faire entendre cette position-là, moi je pense que au-delà de la représentativité, chacun a sa politique d'implantation de son parti et de son organisation. Il faudrait regarder si les questions posées par ces structures-là sont pertinentes. Et c'est là que je ne comprends pas. Parce que quelles sont les questions qui sont posées? Lorsqu'on parle, on dit que le cadre... Mais quel dialogue politique qui fonctionne aujourd'hui? Depuis la remise du rapport de la 5e phase du dialogue politique, un cadre même que le président a inspiré en mars 2022, de mars 2022 jusqu'à aujourd'hui, avec qui on discute? Il y a des partis politiques quand même de l'opposition qui ont relancé par plusieurs fois le pouvoir. Est-ce que ces partis politiques-là ont eu des réponses? Justement, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que les partis politiques qui n'ont pas de solution, de voies et moyens, lui-même Marius qui est là, lorsqu'ils formulent leurs revendications, ou bien comment on appelle là, comment vous appelez ça? Non, lorsqu'ils ont envie de... Non, lorsque vous voulez mener une grève, par exemple, vous formulez cela. Lorsque l'interlocuteur ne vous répond pas, vous faites suite à préavis de grève. Vous faites suite à votre volonté de manifester. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les partis politiques... Non. J'aimerais justement... Il termine et puis on vient avec vous. Allez-y, Herman. Je dis, pourquoi vous ne voulez pas que ces partis politiques-là orchestrent là? Et on va venir nous trouver des subterfuges. Aujourd'hui, est-ce que les questions posées, les recommandations, même du dialogue politique... Je vais vous prendre quelques points, si vous voulez, du dialogue politique. Bon, je suis peut-être qu'après... Voilà, merci. Il faut chuter parce qu'on n'est pas seul. Herman, justement, on chute, mais je reste avec vous pour juste un point et on part à Marius et Daouda. Ils ont dit que les partis signataires donc, du rassemblement, pour l'abstinence pacifique, voilà, en Côte d'Ivoire, certains sont signataires du dialogue politique. Et ensuite, ils ont parlé donc de leur représentativité sur l'échiquier national. La question c'est, s'ils ne sont pas peut-être représentatifs, comment est-ce que le gouvernement pourrait regarder pour discuter avec eux, puisque certains sont signataires pour le dialogue politique? Réaction, et puis on passe à Marie. Ce qu'on constate, c'est que le gouvernement ne discute avec personne, de toute façon. Lorsque ces partis politiques dont on parle de l'URD, par exemple, de Mme Bonny-Clavry. Mme Bonny-Clavry, elle n'est pas de l'opposition de la gauche, elle n'est pas de l'idéologie de gauche. Elle a toujours revendiqué d'être du centre. Donc, elle crée une plateforme avec des organisations qui sont des organisations sœurs avec lesquelles son parti peut évoluer. Mais au-delà de ça, quand on me parle de, comment on l'appelle, les gens étaient dans le dialogue politique. Mais le dialogue des signataires, et puis viennent aujourd'hui... Créer une autre coalition. Mais si le dialogue politique est en panne, on fait quoi? Très bien. On reste avec cette question. Selon Herman, si ce dialogue est en panne, est-ce que ces partis n'ont pas le droit de se dire mettons-nous en coalition et puis demandons à discuter avec le gouvernement? Réaction, Marius. Alors, en notre humble avis, mon frère Herman ne nous a pas bien suivis. J'ai dit que la forme utilisée par des partis de l'opposition de se mettre ensemble dans la perspective de peser au niveau national, dans la perspective de peser de tout leur poids sur la sphère des décisions, en vue de contraindre certainement le gouvernement actuel à discuter avec eux, c'est de droit. C'est ça même qu'on appelle l'expression de la démocratie, l'unité. Mais j'ai souhaité que cette unité ne se fasse pas en catimini ou en groupe de partis politiques. Que l'opposition dans son entièreté se mette ensemble pour aller contre le régime et ça leur donne plusieurs chances. Sinon, 4 partis, voilà pour vous, c'est le RHDP. C'est une force. Moi, je le dis et je sais de quoi je parle. Très bien. Mais déjà, cela dit... Non, attends, je parle en tant que connaisseur de la scène et du terrain politique. Moi, je suis dans les régions, je suis dans les départements, je suis dans les communes. Moi, j'ai des gens qui nous ramènent régulièrement des informations. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Contrairement à des soi-disant organisations de la société civile, moi, j'ai hérité d'une organisation nationale mise en place depuis 1998. Revenons sur le débat. Cela dit, je voudrais donc rappeler qu'il faut une unité de l'opposition. Voilà ce que nous disons. Sinon, se mettre ensemble, c'est la meilleure des choses qui devrait être pour l'opposition dans son entièreté. Mais qu'on voit, par exemple, le PPACI avec le PDCI à ses côtés, et en excluant les autres, ou bien que les autres se mettent ensemble comme le RAPSI. Est-ce qu'ils ont été exclus, Marius?
à mon humble avis, puisqu'ils ne sont pas ensemble. Très bien. Jusqu'à présent, ils ne sont pas ensemble. On voit bien que c'est quelques groupes, on nous dit bien 4 partis politiques. Ce n'est pas tous les partis politiques. J'appelle donc, de mes propos, j'appelle l'ensemble des partis politiques de l'opposition à se mettre ensemble pour se donner plusieurs chances. Voilà ce que j'ai dit. Sinon, je ne dis pas que le fait que le RAPSI se mette en place, c'est une mauvaise chose. Merci, je dis tout simplement aussi qu'en se mettant ensemble, c'est une bonne chose, mais quel est leur poids sur l'échiquier national? Pascal a pris le soin de vous écouter religieusement. Elle a un point. Allez-y, Pascal. Non, je voudrais m'attarder sur ce que dit le RAPSI finalement. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent un changement démocratique de notre gouvernance actuelle pour proposer la leur, ce qui est tout à fait leur droit. Ce qu'ils disent également, c'est qu'ils veulent une alternative politique pacifique. Alors cette coalition, elle dit ce qu'elle veut dire et elle ne va pas au-delà de ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que c'est une union momentanée pour un objectif, précis, une union qui est donc de circonstances. Et c'est leur droit. Ce ne sont pas des novices en politique que vous voyez sur cette photo. C'est vrai qu'ils ont connu des fortunes diverses, des hauts et des bas, mais ce sont des gens qui sont aguerris. Et je veux bien comprendre, et je veux qu'on le comprenne tous ici, que très certainement, le dialogue en off n'est pas arrêté avec le pouvoir d'État. Ce sont des gens qui se parlent. Moi, je vois cette initiative comme une façon de dire que nous sommes peut-être fatigués d'attendre que vous rouvriez ce dialogue politique et que nous avons avec nous d'autres organisations que les 21 dont nous font partie, qui sont membres du cadre institutionnel présent. Donc c'est un appel, à mon sens, au pouvoir d'avoir un calendrier clair à 16 mois de ces élections importantes qui arrivent pour que les forces de l'opposition, quelles qu'elles soient, puissent avoir un cap, puissent avoir des dates sur lesquelles se fixer pour savoir si leurs préoccupations, notamment en matière d'audit de la liste électorale, de réforme de la CEI, de notre commission électorale indépendante, puissent se faire entendre et qu'on n'atteigne pas le point des 3 mois avant les élections. Ce sont eux qui le disent. Pascal, je reste avec vous. Est-ce que vous pensez que les partis d'opposition, l'Équateur de l'opposition vont rejoindre donc ce rassemblement-là? Je parle du PPACI, je parle du PDCI, pourquoi pas, du MGC, du FPI de Pascal Afien-Guessant. Quel est votre point de vue là-dessus? Ils étaient invités. Je n'ai pas vu dans les écrits donc le PDCI partie prenante de l'activité, mais pour les autres cités. Est-ce que vous pensez qu'ils vont rejoindre le rassemblement? Dans un premier temps, je pense que c'est un signe de respect déjà pour Mme Bonic-Lavry, qui a quand même été ministre, qui dirige l'URD. Quand elle invite ses pairs à venir à une conférence de presse, à une assemblée constitutive, à la mise en place d'un tel rassemblement, c'est déjà un signe de respect pour ce qu'elle a représenté, pour ce qu'elle représente dans la politique ivoirienne de venir. Mais ils savent aussi le poids qu'ils apportent en répondant à l'invitation. Mais vous voyez la configuration de la salle. Ils ne sont pas à la table de séance, sont à la table de séance ceux qui portent sur les fonds baptismaux le projet. Ils sont invités, mais leur présence a un poids. Leur présence dit... On est, et c'est le terme qu'utilise la représentante Angèle Boca de M. Laurent Gbagbo, on est partie prenante de l'initiative. Donc pour l'instant, ils observent, mais ils disent c'est une initiative qui nous intéresse. En tout cas, on respecte cette demande et on y adhère, on y prendra part. Daouda, vous aviez un point tout à l'heure. Nous sommes partie prenante de cette initiative. Pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, en fait. Comment ça ne veut rien dire? En fait, comme elle le dit, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Pascal, comment ça veut tout dire, ça ne veut rien dire? Parce que la vérité, tu ne peux pas être membre signataire. Voici tous les signataires qui sont là. Tous les signataires qui sont là. Ils sont, même les acteurs de la société civile. On ne peut pas être signataire de quelque chose. Et du coup... l'URD, le RPP et le... Comment ça? Le REVAS et le PLEXI. Vous avez un problème de forme, en fait, dans la forme. Moi, j'ai un problème de fond, plutôt. Et de fond, oui. De fond, surtout. Parce que, à la vérité, on ne peut pas être 21. On vous dit, M. Afien-Guessant, il fait partie des cadres de la politique. Mme Simone Gbagbo fait partie des cadres de la politique. Ils étaient invités, oui. Le PPACI a été invité. Mais pourquoi ils ne vont pas dans cette coalition? Puisque si on veut partir sur la base de la création d'une organisation, mais les 21 plus 26, ça fait combien? 47. Les 47 signataires du dialogue politique, si les 3 quarts décident de se mettre ensemble, mais ils peuvent pousser, voire obliger
le dernier signataire, qui est le RAGP, à aller à la table de discussion. Mais Daouda, est-ce que vous entendez le point d'Herman quand il dit, puisqu'il semble que le dialogue soit un peu grippé, essayons de nous mettre ensemble, peut-être un petit nom pour démarrer, ils sont 4. Et puis après, on verra bien comment ça va évoluer. Moi, je comprends bien. Est-ce que ce point-là, Herman dit qu'il y a des points, parce qu'il est important. On est sur un plateau, dit que sûr. Oui, les conclusions de la politique sont grippées. Il ne faut pas dire que tout n'est pas grippé. Déjà, au point de vue de la réconciliation, il y a eu l'indemnisation des victimes qui a été faite. Il y a eu la décrispation de la situation politique. Il y a eu des points d'avancée. Il y a eu des poinns d'avancement. M. Charles Blé Goudé est rentré, ça faisait partie des points de dialogue politique. M. Laurent Gbagbo est rentré, ça faisait partie du dialogue politique. Tous les prisonniers d'opinion qui étaient encore là-bas, même les prisonniers que le président avait appelés, qui ont commis des crimes de guerre et de sang, ont été libérés. Donc, pour moi, il y a eu des points d'avancement. Maintenant, il en reste encore. Même s'il en reste, toutes les choses sont perfectibles. Pour moi, s'il en reste, il est important que tous les 21 partis politiques signataires et les 26 organisations de la société civile puissent se mettre ensemble, au lieu que 2 ou 3 partis... C'est 4. Bon, ok, 4 partis, 2 pelés et 3 tendus, se mettent ensemble pour dire... Non, ce sont mes mots, mais je le dis comme ça, parce que Marius mais c'est des partis sérieux. Oui, mais ils représentent qui? Ils représentent qui concrètement dans ce pays? Ils ont combien de députés? Ils ont combien de mairies? Ils ont combien de collectivités sous leur responsabilité? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Quand on le dit, ce n'est pas pour être méprisant, sincèrement. Ce n'est pas pour être méprisant, mais ce ne sont que des faits. Très bien. Herman, allez-y. Je voudrais d'abord dire à Daouda que si on veut parler de la question, de revenir encore sur la question de la représentativité, est-ce qu'ils ont des sièges électifs? Il a parlé de députés et tout cela. Eux aussi, ils peuvent répondre qu'on sait comment est-ce que ça déroulait l'environnement. On sait, c'est la version la plus facile. Vous pouvez me laisser terminer. Daouda, il va terminer. Daouda, il termine. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? C'est l'expression consacrée. Laissez-moi terminer. Après, Daouda, il termine. Ce que je disais. Aujourd'hui, il peut vous répondre que ces élections, on sait dans quelles conditions ces élections. Est-ce que ça encore, ça ne sera pas discutable? C'est encore discutable. Moi, ce que je voudrais dire, quand on parle, déjà même, il faut se réjouir que les autres là soient déjà là-bas. Comme invités. Comme invités qui se dépassent pour y aller. Donc ça manque de sérieux. Non. Daouda, permettez qu'il puisse aller jusqu'au bout de son idée. Allez-y, Herman, allez-y. Non, c'était juste demander en fait. Allez. Ce que je dis, ils sont déjà là. Et si je prends les propos de Mme Simon Évêque Gbagbo, elle a parlé d'Angèle Boka, qui représentait du PPACI, mais Mme Simon Évêque Gbagbo du MGC, elle dit, nous lançons un appel, non pas seulement aux partis politiques, mais aussi à toutes les organisations de la société civile pour que les réflexions démarrent très vite. Le travail nous attend. Elle estime qu'il faut passer à l'étape de la réflexion commune pour aller à la négociation avec le gouvernement. Pourquoi ne pas se réjouir de cela? Parce que ce qui m'inquiète, c'est lorsqu'on veut oublier, on veut peut-être ignorer ces cris de cœur-là, ces urgences auxquelles il faut aller pour garantir des élections apaisées, pour garantir des élections transparentes, pour garantir des élections justes. Et cela, il ne faudrait pas se moquer des gens. S'ils sont là, ils sont en train de prendre le pas, les mains, ils sont en train de se prendre les mains, vont certainement poursuivre leurs actions pour qu'ils arrivent à une union pour aller négocier. Ce sont leurs propres mots. Et pour une fois, on entend de l'opposition qu'il faut aller négocier, il faut aller discuter avec le truc, il faut s'en réjouir. Pour vous, c'est rassurant? Oui, c'est rassurant. Il faut s'en réjouir, il faut se réjouir justement de la liberté d'expression sur ce plateau. Et on se retrouve juste après pour la seconde partie de ce temps d'antenne. À tout de suite. À l'entame de ce temps d'antenne, merci d'être avec nous. À l'entame de ce temps d'antenne, nous parlions d'Abidjan qui croulait donc sous ces intempéries, la pluie fait rage en certains quartiers. Justement, nous recevons le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Campagne 0 mort et 0 effondrement de bâtiments en période de pluie. Quelle est la contribution des architectes? Le président de l'Ordre est là. Nous allons parler avec lui tout à l'heure. Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je vous en prie. Pour l'instant, je voudrais vous emmener à découvrir un mouvement, le mouvement citoyen engagé pour la République qui a lancé sa nouvelle plateforme d'information dénommée les rendez-vous d'EPR. L'objectif des rendez-vous d'EPR, c'est de créer donc un espace de dialogue avec, des invités pour permettre aux citoyens lambda d'avoir des informations nécessaires et les bonnes sur les activités du gouvernement. Reportage. Le mouvement citoyen engagé pour la République EPR
a lancé officiellement le 30 mai 2024 sa nouvelle plateforme d'information dénommée les rendez-vous d'EPR. Pour la première édition, Sorogny Nagafol, directeur général de la fonction publique, était l'invité d'honneur. À cette occasion, il présente les grandes innovations du nouveau statut de la fonction publique. Les grandes articulations de cette nouvelle loi portant statut général de la fonction publique qui veut permettre à notre administration de se moderniser et d'offrir des services publics de qualité. Nous avons un nouveau texte, un nouveau statut général de la fonction publique, qui est donc le cadre pour régir aujourd'hui la carrière des fonctionnaires depuis le recrutement jusqu'à la sortie des carrières et qui est censé nous faire entrer dans une nouvelle ère de gestion de nos ressources humaines. Selon Solomon Abraham Sanogo, administrateur des services financiers, président du mouvement citoyen engagé pour la République, l'objectif des rendez-vous d'EPR est de créer un espace de dialogue ouvert afin de permettre aux citoyens lambda de mieux comprendre et de s'approprier les projets et programmes gouvernementaux. En tant que mouvement citoyen, nous croyons fermement que l'éducation et l'information sont des piliers essentiels pour une citoyenneté active et éclairée. C'est dans cet esprit que nous lançons cette initiative. Le nouveau statut général de la fonction publique représente une avancée significative pour notre administration publique et pour tous les fonctionnaires de notre pays. Au terme des échanges, l'invité d'honneur a indiqué que le nouveau statut de la fonction publique représente une avancée significative pour l'administration publique ivoirienne et pour tous les fonctionnaires du pays. Cette première session des rendez-vous d'EPR marque le début d'une aventure collective vers une meilleure compréhension des projets et programmes du gouvernement ivoirien et une participation citoyenne accrue. Daouda, que pensez-vous donc des rendez-vous d'EPR? Non, je pense que c'est une très très bonne initiative de déjà donner en fait un aperçu, c'est pas dire un chapelet de tout ce qui a été fait pour les Ivoiriens. Parce que, par principe, je pense qu'ils cotisent pour cela. C'est pour ça qu'il faut pouvoir leur montrer ce qui a été fait. Et j'aime à le dire qu'il n'y a rien de plus important pour une démocratie qu'un électorat bien informé. Quand l'électorat est bien informé, il sait faire des choix judicieux. Malheureusement, nous sommes dans un écosystème où chacun dit ça a été fait, ça n'a pas été fait. Vous voulez dire qu'on n'a pas la vraie information? Souvent, il n'y a pas la vraie information. Donc, s'il y a un mouvement citoyen qui se met en place pour expliquer aux uns aux autres que voici ce à quoi, voici, vous avez voté qu'on appelle ça, un parti politique, un président, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, mais voici ce qu'il reste à faire. Je pense que ça peut pousser les, comment on appelle ça, les électeurs à faire le bon choix en 2025. Pour moi, c'est toujours bon. Maintenant, du côté des autres partis, ils peuvent aussi créer des mouvements citoyens pour aussi donner la bonne information aux gens. Mais restons factuels. C'est ça le plus important. Alors, on va sortir donc d'EPR et on revient à cette actualité, on va dire, ce qui est assez chaude. La semaine dernière, si je ne me trompe pas, on a eu cet immeuble qui s'est effondré, il y a eu des morts. On était du côté de la Riviera Palmeraie, je crois. Aujourd'hui, on a montré des points. Peut-être que la régie va revenir avec ces images un peu complexes, difficiles à voir, de ce qui se passe à Abidjan en ce moment. Voilà. Ça, c'était donc la semaine dernière, l'effondrement de cet immeuble-là, qui a suscité beaucoup de questions. Aujourd'hui, on constate que la pluie monte, le niveau de pluie monte. Les populations peuvent être en droit de s'interroger. Vous êtes le président des architectes de Côte d'Ivoire. De l'ordre, pardon, des architectes de Côte d'Ivoire. La campagne zéro mort et zéro effondrement de bâtiments en période de pluie. Quelle est la contribution des architectes? Lorsque vous voyez tout ceci, est-ce que vous vous dites, on a réussi notre mission, on n'a pas encore réussi, ou il y a beaucoup de chemin à faire? Non, il y a encore un gap à franchir, parce que entre le nombre de constructions qu'on réalise chaque année et ce qui se passe sur le terrain, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et lorsqu'on fait un décompte, nous, au niveau des architectes, on se rend compte que toutes les constructions qui ont été faites par des architectes ou avec la contribution des architectes sont peu impactées par ce qui se passe actuellement. Beaucoup de constructions le sont et qui sont aujourd'hui sinistrées. Beaucoup n'ont pas une intervention d'architecte. C'est dommage, mais c'est un constat qu'il faut faire. Tous ceux qui travaillent avec vous, avec l'ordre, des personnes donc formées, professionnelles, n'ont pas de grands problèmes. Non, il y aura toujours de légers problèmes. Mais des problèmes qui sont, je dirais, entre guillemets, sous contrôle.
Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans notre métier les vices cachés. Bien sûr. On fait tout pour qu'il n'y ait aucun danger, aucun risque et autres, mais il peut y arriver. Mais elles restent quand même sous contrôle, puisqu'il y a quand même des dispositifs qui sont pris afin d'éviter des situations catastrophiques telles qu'on les voit. Mais c'est dommage, il faut faire le constat. Pascal. Monsieur le Président, Monsieur Joseph Hamon, est-ce qu'Abidjan a un problème de densité? Est-ce qu'Abidjan est trop plein? Est-ce qu'Abidjan doit continuer de s'étendre comme ça? Personnellement, je dirais non. Regardez la caméra. Personnellement, je dirais non, parce qu'il faudrait de plus en plus qu'on arrive à une meilleure densification de l'espace construit, l'espace bâti. Une meilleure densification. Meilleure densification. C'est-à-dire qu'on ne densifie pas pour densifier. On densifie avec un certain nombre de critères en matière d'urbanisme, parce qu'on va tenir compte aussi bien de la population, mais également de tous les moyens de mobilité, de communication et autres. Donc, on obéit à des règles connues par les urbanistes qui savent très bien les mettre en œuvre. Et puis, les architectes entrent dans ces règlements d'urbanisme afin de réaliser les constructions les plus adaptées à l'environnement dans lequel on se trouve. Mais lorsqu'on commence à construire de manière désordonnée, sans respect des règles d'urbanisme, sans respect je dirais, du mode d'évolution d'une ville, il faut s'attendre à des désordres. Et ça, c'est dommage parce qu'on paye tous le prix, un prix cher. Mais comment on fait pour arrêter la densification d'Abidjan? Cet Abidjan qui n'arrête pas de grossir. Comment on fait pour l'arrêter? Qu'est-ce que vous dites au pouvoir public? Non, je ne sais pas au pouvoir public que je vais apprendre ce qu'il faut faire. Mais il faut dire tout simplement à la population, respecter les règles d'urbanisme. C'est la première chose. Aujourd'hui, on a des lotissements qui vont en désordre. Partout. On étend la ville, mais on ne mesure pas qu'une ville s'étend avec quand même un certain nombre de réseaux qui doivent être parallèlement mis en œuvre, aussi bien au niveau conceptuel qu'au niveau réalisation. C'est ça. Et malheureusement, les nouveaux quartiers s'éloignent de plus en plus avec des réseaux quasi inexistants. On ne prend pas en compte un certain nombre de paramètres. Et le résultat, c'est qu'on a des problèmes de mobilité, on a des embouteillages monstres, on a des eaux qui ne sont pas évacuées parce que les réseaux de drainage n'ont pas suivi l'évolution de la densification ou de la construction dans certains quartiers périphériques. Et autres là. Vous vous rendrez compte que dans les quartiers anciens, il y a peu de problèmes. Oui. Exemple de quartier ancien? Je prends tout Yopougon. Le vieux Cocody. Yopougon, quelle partie de Yopougon? Je ne connais pas très bien Yopougon, mais tout ce qui est Yopougon, Siporex, Sikogi et autres, vous n'avez pas de problème là-bas, où on en signale très peu. Vous prenez Cocody, où nous sommes, dans la commune où nous sommes, mais il y a très peu de problèmes. Mais quand on va partir déjà à la limite de Cocody, vers Djorogubité et autres, Oscar et tout ça, on commence à avoir des problèmes. Parce que nous sommes sortis d'un premier cercle d'éléments de, je dirais, d'éléments de gestion du traitement des eaux, puisqu'aujourd'hui on parle d'inondations et autres. Les images qui passent actuellement nous montrent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est clair. Herman? Bon, j'ai deux petites questions. La première, c'est d'abord, quand on revient sur le bâtiment qui est tombé, avec votre œil d'architecte, là vous laissez l'ordre, votre œil d'architecte, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Tout simplement, il y avait un architecte qui était sur le projet du site au début mitoyen au bâtiment qui s'est effondré. Qui est référencé à l'ordre, cet architecte? Il est inscrit à l'ordre, il est agréé, il exerce en toute responsabilité. Mais lorsqu'il a fini de faire son dossier de permis de construire, le projet commence sans qu'il soit informé. Il ne sait même pas que le projet, que le chantier est ouvert. Donc les gens avaient besoin de lui juste pour avoir les agréments. Seules les personnes concernées pourraient lui dire. Est-ce qu'il avait prévu, comme on le dit là, un sous-sol? Absolument. Sur les dossiers qu'il nous a transmis, il est prévu un sous-sol, il est prévu 7 niveaux supérieurs après le rez-de-chaussée. Tout a été dimensionné pour tenir compte de ça. Mais lorsqu'on commence à faire des déblais pour implanter le sous-sol, ça obéit à des règles. Et il se trouve qu'aucune de ces règles, en apparence, qu'il avait déjà nommé forcément. Absolument, un architecte qui fait un projet, un sous-sol, il sait à quoi s'en tenir. Ma deuxième petite question, j'avais dit que j'avais deux petites questions. La deuxième petite question, c'est, je voudrais qu'on rentre un peu dans les quartiers. C'est vrai que lorsqu'on voit les inondations, quand on observe les images, il y a quand même l'État en train de prévoir un programme de canalisation et autres. Mais de plus en plus, lorsqu'on rentre dans les quartiers, nouveaux quartiers, les maisons, en face des maisons, il n'y a aucun avaloir, rien. Est-ce que vous, architectes, comment est-ce que vous accompagnez l'État ou bien vous conseillez l'État dans ses choix en termes d'urbanisation? Très bien, il va répondre. Alors, l'architecte intervient a posteriori. Il n'intervient pas avant. On a fait un lotissement, ça veut dire qu'automatiquement, dès que le lotissement est approuvé, tout un ensemble de réseaux doivent accompagner ce lotissement. Les adductions d'eau, les réseaux électriques et tout autre réseau qui doivent être mis en place. Si cela n'est pas fait,
mais que le lotissement a été approuvé, que le propriétaire du terrain a tous ses documents et qu'il demande l'intervention d'un architecte, l'architecte va intervenir, je dirais, in situ, sur le lot sur lequel on l'appelle à intervenir. Au-delà, il est obligé de subir. Et donc là, il peut apporter des compléments. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de réseau d'assainissement prévu ou réalisé, il peut en faire en interne à son projet. Mais le raccorder, ce n'est plus lui. Mais est-ce que vous signalez quand vous observez en tant qu'ordre qu'il y a des dysfonctionnements? Est-ce que vous avez la capacité de signaler cela à l'autorité? Alors, dans le processus du permis de construire, déjà, il est notifié à l'architecte l'existence de réseaux ou leur absence. Ouais. Donc, il en prendra compte dans son projet. Donc, s'il n'y a pas de réseau d'assainissement, il sait que dans l'opération qu'il aura à faire, il va devoir faire en interne un réseau d'assainissement approprié au projet. Mais il ne pourra pas raccorder cette maison sur un réseau public qui est inexistant. Ouais, évidemment. Daouda? Monsieur le Président, désolé, mais je vais faire l'avocat du diable. Oui, avec plaisir. D'accord. Et c'est sur 2 points. Généralement, on voit des opérations immobilières qui sont gérées par de grosses entreprises dont je vais taire le nom, qui, après, je pense que ces grosses entreprises qui sont cotées, agréées auprès du ministère, sûrement, ils vont voir l'ordre des architectes venir travailler. Mais dans certains quartiers où c'est géré par des entreprises immobilières, il n'y a pas d'aire de jeu, il n'y a pas d'aire de repos. Ils parlaient d'avaloir. Bon. Or là, je vous vois sur le plateau, j'ai comme l'impression que vous défendez votre corporation un peu, quelque part. Comme s'il n'était coupable de rien. Pourtant, on a beaucoup de quartiers aujourd'hui qui n'ont pratiquement pas d'espace de vie. Il va répondre à la question. C'est tout simple. Chacun a une part de responsabilité. L'architecte a une mission. On lui confie une mission qui porte, par exemple, dans le cadre d'un programme immobilier, sur la réalisation d'un certain nombre de logements. Ouais. Ce programme obéit également à un cahier de charges. Dans ce cahier de charges, il est prévu des espaces verts, il est prévu des espaces commerciaux et ainsi de suite. Il va les faire dans son document. Maintenant, la réalisation ou leur mise en exploitation, ce n'est plus lui. Il ne peut pas obliger un promoteur à réaliser ce qu'il a prévu, lui, dans ses documents. C'est d'autres autorités, d'autres personnes qui doivent venir le vérifier. Ce n'est pas lui. Lui, il a prévu l'espace de jeu, il a prévu le centre commercial. Il peut attirer l'attention quand même. Il attire l'attention, mais à qui il attire l'attention? Au promoteur, c'est lui qui est son client. D'accord. Deuxième question du diable, encore, c'est que... Vous appelez le diable, Daouda? Oui, je fais l'avocat du diable. Ah bah, allez-y, allez-y. Donc, la question... là. Belle répartie, belle répartie. Donc, concrètement, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que quelque part, certains promoteurs ne fuient pas les architectes parce qu'il serait un peu trop cher? Parce que quand on regarde le cas suivant où ce monsieur est allé à l'aveuglette comme un capitaine sans boussole, est-ce que ce n'est pas parce que c'était un peu trop cher pour lui qui vous a laissé? Ça justifie donc tout ça? Non, je n'ai pas dit que ça justifie. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est un peu trop cher? Alors, je vais vous poser une question, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà fait appel à un architecte pour un projet? Pas vraiment. Bon, donc, c'est pourquoi vous posez la question. Sinon, vous vous êtes rendu compte qu'un architecte, il ne coûte jamais cher. Quand vous payez un véhicule d'une certaine valeur, vous n'hésitez pas à aller à la première compagnie d'assurance pour payer votre prime d'assurance parce que vous tenez à ce que votre bien, si éventuellement, pour une raison ou une autre, est endommagé, puisse être réparé, puisse être remis en état et remis en circulation. C'est la même chose. Vous appelez vos services sont accessibles à tous? Ils sont accessibles, même pour les bourses les plus basses, les plus faibles. Donc, Président, on va cas pratique. Vous êtes sur ce plateau. Et c'est votre dernière prise de parole, Daouda. Vous êtes architecte. J'ai envie de construire une villa, 3 pièces. J'ai besoin d'un architecte. Vous devez me faire un devis. Faites un devis pour cette... Alors, je vous demande d'abord, vous avez un terrain? Oui. Oui, un terrain. Vous avez la localisation de tout? De tout. Quel est votre budget d'investissement? En tout cas, c'est 10 millions. Alors, 10 millions, vous serez éligible à des projets de catégorie inférieure, la plus basse, avec un forfait de 400 000 francs pour avoir un dossier de permis de construire. C'est prévu par les textes. J'adore votre répartie, Monsieur le Président. Très bien. Donc, en fait, je comprends bien, à tout budget, ça s'identifie donc un projet pour celui qui souhaitera l'avoir. Oui, alors, il y a certes une grille de rémunération de l'architecte qu'on appelle les honoraires et qui sont proportionnels à la complexité de l'ouvrage, à sa localisation, à un certain nombre d'engagements qui sont attachés. Et c'est discutable? Ce n'est pas tout à fait discutable parce que ce barème des honoraires sont mis dans un cadre réglementaire. Donc, on ne va pas tout à fait au hasard. Vous avez un projet où vous investissez 10 milliards d'investissements. Vous avez dit que vous n'êtes pas à même de pouvoir payer 100 millions, 150 millions aux architectes, aux bureaux de contrôle, aux laboratoires, aux ingénieurs conseils pour le travail qu'ils vont accomplir. Très bien, on comprend. Marius Komoé, question.
Monsieur le Président, heureux donc de nous retrouver en face de vous. Quels sont vos véritables rapports avec votre ministère de tutelle, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme? Première question. Deuxième question, avez-vous connaissance du fait que sur le territoire national en Côte d'Ivoire, nous avons effectivement des entreprises qui mettent sur le marché un certain nombre de matériaux qui rentrent en ligne de compte dans la construction des immeubles qui s'effondrent, y compris des villas qui s'effritent en moins de quelques années. Exemple de matériaux le fer à béton, par exemple. Vous avez 21 sociétés qui mettent sur le marché du fer à béton. Il n'y a que 6, nous dit-on, qui sont véritablement certifiés et qui font la normalisation. En avez-vous connaissance? Est-ce que l'information déjà est correcte? Alors, je répondrai aux deux questions. À la première, nos rapports avec le ministère de la Construction sont excellents. Très bien. Nous n'avons aucun problème. Nous avons des échanges réguliers avec les services du ministère de la Construction, avec les services du guichet unique, qui est un peu l'interface immédiate des architectes dans l'acte de permis de construire. Quand il y a des petites incompréhensions ou des difficultés, nous avons une table ronde où on se retrouve et on règle tous les différends. Un cadre d'échange. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour la deuxième question, sur la qualité des matériaux, il y a plusieurs intervenants. Si je veux maintenant me limiter à celui des architectes, parce que le sujet est très vaste, lorsqu'un architecte arrive sur un chantier, surtout pour des ouvrages de certaine importance, il a fait au préalable ce qu'on appelle des pièces écrites, qui sont une description des travaux à réaliser. Et dans ces pièces écrites, il précise très bien la conformité des matériaux à l'usage qui sera fait. Et quand vous arrivez sur un chantier et que vous avez du fer à béton, il y a une traçabilité. Bien sûr. D'où vient l'acier? Bien sûr. Si l'acier vient d'une société, comme vous dites, homologuée, reconnue et autres, vous avez un certificat sur la qualité de l'acier, sur toutes ces, comment on dit, ces caractéristiques techniques et mécaniques. Exactement. Et ça ne pose aucun problème. Tout à fait. On n'utilise pas n'importe quel acier pour n'importe quel ouvrage. Quand vous faites des superstructures, vous utilisez des aciers qui ont certaines caractéristiques. Si vous faites un dallage au sol, vous avez des aciers d'autres caractéristiques. L'architecte le connaît, l'ingénieur BET connaît, le bureau de contrôle ou le laboratoire connaissent. Mais ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on n'achète pas ces aciers. Mais justement, Président, parce qu'on n'est pas informé. Le citoyen, une dame qui est en train de construire une maison, qui se dit, moi, je veux offrir une maison peut-être à ma mère ou à quelqu'un, tenez de l'argent, allez acheter le matériel. Il faut aujourd'hui, vous nous dites, attention, demander le récépissé de tout ce que vous avez acheté. C'est cela, les carreaux, les vies, enfin bref, tout ce qui devra contribuer à la maison. Mieux, n'est-ce pas la faute de l'ingénieur? Non, ce n'est pas la faute de l'ingénieur, ce n'est pas la faute de l'architecte. Et autre, je dirais à la limite, c'est la faute de la personne qui a donné l'argent à X. Elle devrait demander. On comprend. Parce que si vous avez pris, dans l'exemple que vous donnez, un architecte, vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. OK. Parce qu'il va faire la vérification de la... C'est l'architecte, c'est l'ingénieur, c'est le bureau de contrôle qui regarde. Ce n'est pas vous. On vous dit, vous avez pris un architecte, vous avez pris un bureau de contrôle, vous avez pris un laboratoire pour vous accompagner dans le projet. C'est la responsabilité qui est engagée, pas la vôtre. Tout à fait. Pardon, excusez-moi, candeur. Non, il n'y a aucun candeur. Nous sommes en train... Comment vous pouvez passer du diable à la candeur? Le débat passionne. S'il vous plaît, messieurs. Il y a longtemps que j'attends. Je ne sais pas. C'est vrai que vous attendez depuis longtemps, frère. En fait, je voulais une précision. Non, pas de précision, Daouda. Nous sommes malheureusement en train de... Vous savez que la télé, c'est le temps. On me dit, il est 25. Nous sommes à la chute de notre projet. Même pas la demi de la demi. On ne pourra même pas essayer. Non, mais il n'est pas crédible. Il est passé du diable à la candeur. C'est pas possible. On va plutôt demander au président, parce qu'il est l'heure, et la télé, c'est vraiment les oreilles. Je suis désolée. Votre dernier mot et comment les populations pourraient vous contacter? On ne sait jamais, pour soit des conseils, venez voir si mon bâtiment, parce qu'on commence à avoir un peu peur. Comment on vous contacte, Président, et votre dernier mot? Alors, vous avez... L'ordre des architectes, vous avez la liste des architectes agréés, on le publie régulièrement dans les différents organes de presse. Et tous les architectes ont une obligation déontologique, c'est l'obligation de conseil. Donc vous pouvez appeler n'importe quel architecte. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc il peut vous donner déjà un premier conseil sur votre projet que vous voulez faire et comment démarrer ce projet. Le numéro de téléphone? Alors, je vais vous le communiquer en antenne parce que je n'ai pas tout en tête. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, merci, Président, je vous en prie. d'être venu. C'était un plaisir de participer à cette émission. Et puis, on est dans une période assez complexe avec ces pluies. Autant que faire se peut, n'hésitez pas, le plateau est ouvert.
ce serait un réel plaisir que moi ou tout autre membre de l'ordre participera à une de vos émissions. Merci beaucoup. Bon, tous les architectes sont très bons et peuvent répondre encore mieux que moi. À ça, je le confirme. Merci beaucoup, Daouda. Merci, Marius, Herman, Pascal. Merci beaucoup. On se retrouve demain. D'ici là, que Dieu nous garde. Roulez tout doucement et paix en Côte d'Ivoire. Bye. Merci.